je me dis souvent au pire tu iras travailler chez McDo et parce que je l'ai fait et que c'est pas grave, tu vois. Et pour prendre des décisions, je me dis souvent ok, si t'avais 1 million d'euros là maintenant, qu'est-ce que tu ferais? C'est-à-dire pour t'enlever cette peur, parce que comme je pense à un moment ça a été un moteur important pour moi, et je me suis, tu vois, j'ai utilisé cette phrase. Alors, maintenant, je le fais moins parce que je pense que j'ai plus besoin de ça et que je suis détachée du truc. Mais en tout cas, c'était l'un des outils que j'ai utilisé toute seule en disant, ok, si tu gagnais de l'argent, tu vois, j'ai pour quitter des jobs, pour quitter des choses, pour prendre des décisions, pour monter des trucs, pour lancer des projets. Je me dis, ok, est-ce que si t'avais 1 million d'euros, tu ferais ça? Ok, bah vas-y, fais-le, tu vois. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Et tu me donnes envie d'enlever mes chaussures. Eh bien, si ça tu te peux dérange y pas. aller. Parce que c'est exactement le principe. Alors, je t'explique, c'est des chaussures éco-responsables, faites avec des Qui sont bouteilles donc- de Marseille. Qui sont donc Et qui sont donc immétables. pas du tout confortables. Tu peux pas sauver la planète et pas avoir mal aux pieds. Putain. C'est pas possible. J'ai essayé, c'est pas possible. Mais je suis Ça prend d'accord un avec peu du toi. temps. J'ai acheté. C'est pas possible. Les Veja, pareil, ça te nique les pieds. J'ai acheté une paire de chaussures comme ça, éco-responsable également. Et elle m'a baisé le pied. Il y a une des deux pompes qui m'a baisé le pied droit. Et pendant Ça tout l'été, j'avais le pied Ça prend un peu de éclaté. temps. Après, c'est trop bien. Il faut. J'ai saturé un petit peu, mais après, c'est bien. Moi, à mon âge, si tu veux, j'ai pas envie de me dire pendant 6 mois, je vais avoir le pied complètement Ouais, éclaté mais à cause d'une paire de la planète, baskets. elle te dit attends 6 mois. Mais 6 mois, c'est long. Je sais pas ce que t'as foutu, mais 6 mois, c'est long. Ah bah, non, c'est un petit. c'est pas ma Ouais, il faut faute. 3 semaines. Ouais. Écoutez, ça coûte. Et en plus, elle coûte tellement cher. On revient à l'argent là. Mais Ah, bah, je suis pas d'accord avec ça toi. a coûté une blindasse. Ouais, je suis désolée, mais les Adidas à 120 balles et ça à 128 balles, je lâche 128 balles, tu vois. Je suis d'accord, mais Parce elle que- te baisse pas le pied. Les Adidas à 120 balles. Ouais, mais elle baise la planète. Et elle baise des petits mecs au Bangladesh. Ouais, ça c'est vrai. J'avoue là-dessus, t'as gagné. T'as peur un peu? Non, toi t'as l'air détendu là. Je crois que t'es la première invitée qui est là, qui fait bon, je suis bien là, je viens parler d'argent, y a pas de problème. Les gens ils sont toujours un peu là, je sais pas quoi faire. Non, mais on va en parler, mais effectivement, j'ai pas peur de parler d'argent. Déjà, c'est le cœur de mon métier et ouais, non, j'ai pas peur pour ça. J'ai d'autres peurs dans la vie, mais celle-là n'en fait pas partie. J'ai pas peur d'argent. Non, j'ai pas peur de l'argent. Ok, J'ai pas peur d'argent, j'ai pas peur de parler d'argent. J'aime même parler d'argent. c'est vrai. Ouais. Ok, on va en parler. Donc Nawel, tu es agent, Ouais. tu te présentes comme agente, Ouais. c'est ça? C'est pas dans le dictionnaire, mais j'ai pris Oui, le t'as parti décidé de le rajouter. Ok. Donc c'est pas en termes linguistiques, c'est pas validé par le petit Robert, mais On s'en fout du petit Robert après Ouais. tout. Déjà, est-ce qu'on pourrait inventer la petite Roberte? c'est vrai. Tu es agente de talent? Comment t'as De créateur et de créatrice de contenu. Ok. Je vais te donner tout le vocabulaire. Non, mais je sais pas, il y a des gens qui Si tu se dis disent talent ou si tu dis influenceur, ça explose. Si Non, tu c'est dis ça. talent, ah ouais? Non, talent, ça passe, Mm. mais je pense que ça a été galvaudé et utilisé en remplacement de influenceur, parce qu'influenceur, c'est qu'une partie en fait de ce qu'ils font. Donc en ce moment, nous, enfin en tout cas moi, j'ai pris le parti d'utiliser créateur et créatrice de contenu parce que je pense que c'est ce qui colle le mieux Ok. à ce qu'ils font, parce qu'ils créent du contenu que après ils mettent sur différentes plateformes et qui va, oui ou non, influencer les gens. Donc je pense que c'est le terme le plus proche Ok. de ce qu'ils font vraiment dans leur vie. D'accord. Voilà. Et donc, pour être totalement transparent, on travaille ensemble.
Parce que je crois qu'il faut le dire. Enfin, Ouais. je sais même Non, pas, en c'est fait, vrai, on s'en c'est fout. vrai, Mais non, t'as raison. j'ai rien à Et cacher. tu fais partie de la team des créateurs Parce que c'est mon que métier nous désormais. représentons. MDR. Ouais, et t'as mis longtemps à accepter que c'était ton métier, que Oui. c'est juste ça que t'allais faire. Ça t'a pris 8 mois contre 2 minutes. Quand je t'ai vu, je t'ai dit en fait, t'es créateur de contenu, Oui, mais tu vas faire que ça et tu vas voir, ça va être vraiment chouette. oui. C'est le meilleur métier du monde, je pense, en ce moment. C'est chouette. C'est trop marrant parce que c'est ça, j'ai l'impression d'avoir fait ça pendant des années, mais juste pour moi, j'étais le patron d'une boîte, tu vois. T'étais caché derrière d'autres choses. Derrière une marque que j'avais créée et tout. Donc c'est hyper intéressant le chemin. Mais bref, pour parler de toi, t'as créé une boîte, c'est ça? Ouais. Avec des associés aujourd'hui? Ouais, on a créé Loopin, qui est le premier agent à la demande pour les créateurs et les créatrices de contenu. Donc ça veut dire que n'importe quel créateur qui est contacté par une marque peut nous transférer sa demande et nous on va gérer la négociation avec la marque et gérer le suivi du deal. Oui, donc le contrat, la les facturation. factures, les livrables, tu vois, que tu n'oublies pas que mardi à 14h, il faut que tu envoies ça pour validation pour la marque. Voilà, et les créateurs ont une application mobile sur laquelle ils peuvent suivre tout ça. Ça, c'est un vrai. Enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui sont, par exemple, je sais pas, au hasard comptables, c'est un vrai métier, ça, ce que tu es en train de dire. Ah oui. C'est un métier de 2022, quoi. Ouais. Et enfin, je pense même que c'est un vieux métier parce que des agents pour le cinéma, pour les comédiens, mais ouais, pour les comédiens, les acteurs, pour les chanteurs aussi, les musiciens, tu vois, pour les réalisateurs, les scénaristes, en fait, ça existe depuis longtemps. Donc on fait juste la même chose pour les créateurs. Je pense que c'est juste que la créateur économie s'est stabilisée, a grossi, a pris de l'ampleur et que donc aujourd'hui les créateurs ont besoin d'agents pour deux raisons, soit parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour négocier ces deals, pour mieux les défendre, parce qu'ils ont trop de demandes et donc il y a un moment où ils perdent trop de temps à s'occuper de ça au lieu d'aller de créer du contenu et que souvent c'est un métier en fait, donc tu vas nécessairement mieux le faire qu'eux. Et ou alors ils en ont besoin parce qu'ils sont en développement et là on va faire un travail qui est pas que de négocier les deals mais aussi de questionnement stratégique, de dire ok, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, qu'est-ce que tu racontes, comment faire pour grossir, pour en vivre aussi, parce qu'il y a parfois des décisions à prendre pour pouvoir rentabiliser ce qu'on est en train de faire. Donc il y a aussi une vision à 360 de ok, qui je suis en tant que créateur et comment je veux en vivre, et potentiellement de développer d'autres business. Donc en fait, chaque créateur est aussi chef d'entreprise. Par exemple, Mister V qui vient de lancer une marque de pizza surgelée. Écoute, on a fait une OP avec eux hier Fou, sur quoi. TikTok avec l'un de mes créateurs sur TikTok. Ouais. Donc voilà, mais moi j'ai D'ailleurs, c'est développé par Universal Music. Ça, c'est ouf. Ouais. Cette marque-là a été créée par Universal Music. C'est-à-dire que Universal Music ne vend pas que des CD ou des places de concert, etc. Ouais. Ils font aussi des pizzas maintenant. C'est ouf. Hein. Non, mais... En fait, ils ont une branche talent. Alors, moi, il y a une agence au milieu, donc je suis pas remontée sur tout, tu vois, le modèle économique du truc, mais ça a été hyper rapide, tu vois. Ils ont appelé vendredi, on a posté hier, donc en plus, ça a été rapide, mais je sais que chez Universal, ils travaillent aussi à ça, tu vois, à comment accompagner leurs talents chez eux, à développer d'autres projets. C'est trop intéressant. Hein. Et pas d'être que chanteur, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, les gens te suivent toi et tu peux leur proposer d'autres choses qui soient très cohérentes, qui vont être, moi, tu vois, aujourd'hui, on va t'accompagner sur écrire un livre ou faire un documentaire ou lancer des litières pour chiens et pour chats. Tu vois, genre, en fait, ça n'est pas un truc lancé au hasard, hein, c'est que t'es un créateur qui fait vraiment ça. Ou, tu vois, si tu veux faire de la télé, si tu veux faire de la radio, du podcast, tu vois, voilà, le but, c'est d'accompagner aussi en fonction de chaque créateur, de pas aussi être que dépendant des réseaux sociaux et je pense de t'épanouir sur d'autres choses, tu vois. Il y a plein de façons économiquement de trouver des sources de revenus, tu vois. Et tu m'as dit, moi je veux passer dans ton podcast parce que je gère l'argent des autres et ça c'est un vrai sujet.
Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour moi. C'est un vrai sujet aussi parce qu'en fait, je me rends compte que je suis confrontée aux névroses des gens avec l'argent, tu vois. Et je pense que j'ai autant de rapports à l'argent que de profils. Je pense que c'est hyper intéressant de voir. Alors, je pense qu'au final, je vois un peu les catégories. Ouais. Et en fait, en écoutant ton podcast, je pense qu'on en a beaucoup parlé avant que tu le lances. Ouais. Et quand je l'ai écouté, alors déjà, j'étais convaincue quand tu me l'as pitché. Mais j'ai encore plus pris conscience de à quel point ça peut être un tabou dans certaines familles et pour certaines personnes, alors que ça l'est pas du tout pour moi. Donc je me suis aussi rendu compte que ma norme était, voilà, ce qui moi me semblait normal en fait l'est pas forcément. Alors après une norme c'est toujours, tu vois, définie par rapport aux autres, mais donc il y avait deux trucs de ok en fait moi j'ai eu un rapport compliqué à l'argent, j'aurais pu avoir un rapport foiré avec l'argent, j'ai eu des moments hyper compliqués avec l'argent. On va en parler. Et d'abord, je pense que je m'en suis sortie, donc j'ai envie de dire, j'aurais aimé entendre quelqu'un dire, ok, en fait, c'est possible, tu vois. Il y a ce côté personnel et ce côté de, en fait, en plus, moi, je parle d'argent tout le temps, tu vois. Et de comment définir la... C'est ça, et t'es en relation en permanence avec plein de gens dont tu gères l'argent. Ouais, et de définir leur valeur, en fait. Il y a ça aussi, je me suis dit aussi que ça pouvait être intéressant de dire, ok, comment tu définis ta valeur ? Combien tu vaux ? Ça, c'est en termes d'argent, donc. En termes d'argent. Pas juste. En termes de chiffres, purement, tu vois. Et comment tu peux définir ta valeur ? Tu vois, je pense que j'ai mis en place des process de, ok, comment tu fixes ce prix ? Alors, c'est vraiment ma recette perso, c'est ma tambouille interne, tu vois, mais, et qui sont importantes. Et après, moi, à titre perso, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, parfois, t'as un mec qui va te dire je suis grave dans la merde ce mois-ci, il faut que je bosse, et toi tu t'arrives pas à lui trouver des trucs ou ça marche pas, et t'as la responsabilité de est-ce que ce mec il va bouffer ou pas, tu vois. Et ça c'est un peu dur. Tu te colles cette responsabilité-là limite comme si ils étaient tes salariés, quoi. C'est là où c'est je pense un travail sur soi et parfois dire ok, c'est pas je porte pas toute la responsabilité, c'est pas que tu vois, c'est pas qu'entre mes mains. Néanmoins on te le dit, t'en as conscience. Je ne suis pas une pierre, tu vois, je peux être un peu même éponge parfois. Et donc c'est un équilibre, et je pense que c'est un chemin aussi personnel de moi, ça vient me renvoyer des trucs sur lesquels il faut que je bosse, tu vois, de ok, c'est pas ma faute, tu vois, si t'as pas pu. Donc et parfois aussi je me retrouve à accepter des trucs que j'aurais pas accepté, par exemple, où j'estime qu'il est mal payé, tu vois, j'estime que il devrait pas faire ça ou elle devrait pas faire ça parce que c'est pas le bon prix, mais parce que le créateur en dèche, on va accepter. Donc ce qui est dur, c'est que parfois j'ai pas la main sur mon produit, sur mon prix, puisqu'il va être aussi variable en fonction des besoins du créateur, et voilà, et ça va. Oui, c'est limite, en fait, c'est le créateur qui finit par fixer son prix, parce que j'imagine que si lui te dit, moi je suis prêt à prendre une OP à autant X% de moins que ce que t'aimerais le vendre, c'est aussi ton rôle de le vendre à ce prix-là, quoi. C'est ça, et en même temps, l'avantage d'être plusieurs créateurs ensemble, et c'est ce que je leur dis, plus on est ensemble, plus on peut fixer un prix en disant, que tu demandes A, B, C ou D, ça sera le même prix. Donc, tu peux aussi faire un peu de résistance, et moi je suis aussi là pour leur expliquer, ok, mais moi pour machin je l'ai vendu tant, si toi t'acceptes tant, t'es perdant, donc on va essayer de demander la même chose, la même somme. Et si en face on me prouve que ça mérite moins, peut-être que je bougerai. Et en fait, plus tu vas avancer dans ta carrière de créateur, plus tu vas avoir une stabilité de revenus qui va te permettre d'augmenter ta capacité à dire non. Et forcément, entre un créateur qui vient d'arriver chez nous et un créateur qui est déjà bien installé, je vais pas avoir la même relation avec les partenaires, avec les marques, où il y en a certains où je peux me permettre de dire non à plein de choses, et d'autres je vais accepter plus facilement parce que je sais qu'il y a un besoin, tu vois. Donc la situation personnelle du créateur à l'instant T influe sur combien je vaux. Trop intéressant. Bon, et pour revenir à toi, parce qu'on va parler de toi aussi à travers ton métier, mais la première question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi quand je te dis argent ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Qu'est-ce qui te vient en premier ? Je dirais que c'est relatif. Ça y est, la meuf esquive déjà. Non, mais c'est... pour moi, c'est relatif parce que
parce que c'est selon la définition de chacun, tu vois, son rapport à chacun, donc c'est un peu impermanent. Et ça peut être un pouvoir parfois, et parfois c'est une liberté. Et je pense que ce que j'ai réussi, je pense, à faire aujourd'hui, c'est d'avoir la liberté d'en gagner et la liberté de pas en gagner. C'est-à-dire que je suis bien quand j'en gagne et je suis bien quand j'en gagne pas. Et ça, c'était pas forcément évident. J'ai eu longtemps la peur de manquer d'argent. Et donc voilà, c'est quelque chose de... En fait, je pense que l'argent, il faut le laisser vivre, il faut le laisser... ça va, ça vient, tu vois. C'est un intermédiaire. C'est pas un sujet, c'est pas un objectif, c'est pas... Tu vois. C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent ? Alors, c'est un souvenir qui est pas très glorieux. Mais vraiment, c'est le premier truc parce que je pense qu'il y avait une grosse somme d'argent. Alors, c'est un peu flou, c'est en termes d'âge, mais je devais avoir 5-6 ans. Et mon souvenir, c'est 2000 francs. 2000 francs, c'est une facture de téléphone pour mes parents. Parce que j'ai appelé Batman et le Père Noël au téléphone. Yes. Et je me souviens, je me vois, qu'on regardait la télé, et j'allais appeler, et moi je voyais Batman, et j'étais avec ma meilleure copine, et elle voulait appeler Père Noël. Moi je trouvais ça naze d'appeler Père Noël, tu vois. Je voulais appeler Batman. Et du coup, on appelait ces numéros qui étaient en fait des numéros surtaxés. Ouais, oui. Alors, mais je le savais pas. Pour les jeunes qui connaissent pas, c'est que en fait, à l'époque, avant Internet, on pouvait appeler des 872. C'est ça. On pouvait appeler des numéros où on pouvait parler effectivement à Batman, au Père Noël. Des boîtes vocales en fait. Ouais. Tu vois, c'était une grosse arnaque. Et alors, je pense aujourd'hui, ça serait plus possible parce que ça passait à l'heure des dessins animés. Donc tu vois, maintenant c'est interdit. Donc toi, t'étais un gamin et tu prenais le téléphone. Et tu et en fait, nous, et je me souviens que ma mère racontait ça aux gens, tu vois. Et je me souviens qu'elle disait que France Télécom avait appelé à l'époque en disant « Bonjour, vous avez des enfants seuls à la maison ?» Et elle dit « Oui ». Tu vois, on restait beaucoup seuls sous la surveillance de mon grand frère. Je me souviens de mon grand frère qui me regardait, qui me disait « Tu devrais pas téléphoner !» Et moi, par rébellion, j'étais à « Tais-toi, arrête de me donner des ordres !» Il avait raison sur ce coup-là, il a pas tout le temps raison, mais sur ce coup-là, il a raison. Donc voilà, je l'ai fait, ça a été une grosse somme pour mes parents, et en plus, ils roulaient pas nécessairement sur l'or, donc voilà, et en échange, on avait reçu des cassettes audio, genre de Rolling Stone, et des Totoches, tu vois, parce que j'ai quand même fini par gagner des trucs, parce qu'il devait y avoir des jeux. Ah oui, il y avait des jeux. Et voilà, et là, je m'étais dit, 2000 francs, et je pense que j'ai pris conscience de, wow, c'est beaucoup d'argent, mes parents n'en ont pas beaucoup, voilà. Ils faisaient quoi tes parents comme métier ? Ou ils font quoi ? Ma mère est orthophoniste en libéral et mon père il a la retraite aujourd'hui, professeur de linguistique française. Ok. Professeur enseignant chercheur. Ok. À l'université. Donc ils avaient quand même des sous. Alors c'est des chouettes. Ouais, alors c'est pas si simple parce qu'en fait moi j'ai. Ça n'est jamais si simple. Donc là je vivais en France, mais après on est parti vivre au Maroc. C'est mon père est marocain. Du coup mon père était professeur à l'université au Maroc. C'est pas les mêmes salaires. Donc même si c'est un poste de fonctionnaire, donc déjà socialement c'est important, mais par contre en termes de salaire, ça sera jamais des salaires comme ce que tu auras en Europe. Donc il avait un bon salaire par rapport au milieu, tu vois, par rapport au Maroc. Et en fait, ça c'est un truc important, c'est que moi j'ai toujours été pauvre et riche en même temps. C'est-à-dire que j'étais très pauvre dans mon cercle scolaire, puisque j'étais dans une école fréquentée par l'élite marocaine, parce que j'ai fait une mission française à l'étranger. Donc, quand t'es français, tu rentres, c'est à peu près gratuit. Mais par contre, 95% des gens qui sont là, c'est payant parce qu'ils sont marocains ou d'une autre nationalité. Donc, t'as affaire à un public vraiment de l'élite et en termes économiques, c'est des gens qui sont très fortunés, tu vois. Okay. Et moi, j'avais pas ce niveau-là, tu vois, parce que mon père était pas chef d'entreprise, voilà. Et ma mère était orthophoniste en libéral. Pendant un petit moment, elle a pas travaillé, donc il y avait, je pense, que le salaire de mon père, donc je pense que ça a été assez dur. On a été boursier longtemps. J'ai été boursier toute ma vie, je crois. Okay. J'ai été boursière une grosse partie de ma scolarité au Maroc, et après en France, j'étais boursière tout le temps au max. Alors quand t'étais gamine, tu traînais avec des mômes extrêmement riches et tout, t'avais conscience
de cet écart qu'il pouvait y avoir? Tu voyais des gamins autour de toi très riches. Enfin, comment ça se... Ouais, en fait, t'en as déjà conscience. C'est-à-dire, t'en as déjà conscience parce que tu peux pas acheter les fringues qu'ils s'achètent. Tu peux pas voir les marques qu'ils ont. Et tu peux pas aller en week-end à Paris voir Michael Jackson ou à Disneyland, tu vois. Ce qui, à l'époque, est fou parce que je pense le prix des avions, tout ça, là, aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. Mais moi, je te parle dans les années 90. Donc, ouais, tu le sens. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai vécu la même chose que ce que j'ai vécu en école de commerce après. En fait, ça se mélange pas. En fait, tu te mélanges pas avec ces gens-là. C'est-à-dire que, alors c'est pas tout le temps vrai, mais je me rends compte que très vite, tu te retrouves avec des gens qui ont le même niveau social que toi, tu vois. Donc, autant au collège, ça allait parce qu'on était dans un truc il y avait une plus grande mixité, en fait. T'avais un collège et un collège-lycée, tu vois. Et moi, j'ai fait le collège sans le lycée, qui était dans un quartier un peu moins prestigieux. Donc là, ça allait, je la sentais pas trop la différence. Par contre, au lycée, ça a été radical. Parce et t'étais toujours au Maroc? Et j'étais toujours au Maroc jusqu'à mon bac. Okay. Et après, donc là, t'es confronté, et en fait, à la fois, tu prends conscience que t'es pauvre par rapport à ces gens-là, et en même temps, à l'échelle du Maroc, et à l'échelle de ma famille, du côté marocain aussi, bah, t'es plutôt riche. Et puis, de toute façon, t'es française, t'as un passeport français. Donc, t'es au-dessus du game, tu vois. Ouais. Donc, t'as cette truc un peu d'être entre les deux, et en même temps, je pense que ça me fait prendre vraiment conscience de la valeur des choses. Des trucs tout cons, tu vois. Tout ton robinet, il y a de l'eau qui coule, alors qu'au Maroc, t'as plein de gens qui n'ont pas ça. L'électricité, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons, mais moi, je suis encore fascinée d'avoir un micro-ondes chez moi. Enfin, tu vois. Donc, je pense que ça m'a apporté plein de choses Déjà, je vois très vite aussi que la richesse ne rend pas forcément heureux, tu vois, parce que je vois aussi beaucoup de ces gamins qui sont pas bien du tout, tu vois. Que ça suffit pas. Mais je comprends quand même que c'est quand même cool d'en avoir, tu vois. Moi, quand on me dit l'argent rend pas heureux, ok, gars, on va en parler parce que franchement, ça aide, tu vois, ça aide sur plein de plans. Et après, c'est de quel argent on parle. Parce que souvent, on me dit oui, mais c'est Jim Carrey, je crois, qui a fait un docu et qui a dit moi, je suis de l'autre côté de la colline et je sais que c'est pas mieux. Ok, mais en fait, là, je parle pas de richesse, je parle de ultra richesse. Mais la richesse, aujourd'hui, c'est comment elle est définie par l'INSEE. Je te le fais de mémoire, mais je crois que c'est 3000 balles, 3400, tu vois, euros pour être déclaré riche en France. Je crois qu'il y a 10% des gens en France qui gagnent cette somme-là. Ça, je pense qu'on devrait tous se dire ouais, j'ai envie d'être riche en fait, tu vois. Parce que ça, c'est game changer de fou. Entre gagner 1200 balles ou 3500 balles, ça change ta vie. Par contre, entre gagner 3500 et 20 000 par mois, je pense qu'il y a un moment, tu vois, et je crois que les études, elles te disent que c'est autour de 10 000 euros, 10 000 $, qu'en fait, ça change plus rien à ton bonheur, tu vois. Et je pense qu'en fait, si on se battait tous, et notamment quand t'as pas été trop riche, où je pense qu'il y a quand même un truc de... Je sais pas pourquoi, mais tu sais, on a peut-être un problème de rapport à l'argent, de trucs de... Mais je pense que c'est pour garder les classes, en fait. Tu vois, je pense que ça arrange là-haut qu'on veuille pas se battre pour ce truc-là. Mais si, en fait, on se battait tous pour avoir 5 000, parce que je pense qu'on a, à l'échelle de la planète, les moyens de donner 5 000, entre guillemets, à tout le monde, et de dire, ok, toi, tu gagnes 25, lâche 5, et tu vois, et franchement, ta vie, elle va pas changer, ton bonheur, il va pas changer. Mais par contre, ça va être vraiment complètement changer la vie de quelqu'un d'autre. Déjà parce que quand tu dépasses, tu te soignes mieux. Parce que quand tu gagnes mieux ta vie, tu te soignes mieux, tu manges mieux, tu as le temps de te consacrer à des tâches qui sont importantes pour toi, pour tes enfants, donc tu vas mieux élever tes enfants, tu vas les mettre dans... Enfin, tu vois, ça change tout. Et tu crois pas qu'il y a aussi ce truc de plus tu gagnes d'argent, plus tu vas faire lever ton niveau plus tu vas élever ton niveau de vie, plus tu vas te sentir obligé d'en gagner, etc., etc. Ouais, tu vas faire grandir. Moi, tu vas rentrer dans un appart plus grand ou dans une maison plus grande et tout. Et de ce fait-là, tu te fous plus de pression aussi à vouloir aller en chercher plus, tu vois. Et c'est ça où je te disais où je pense que j'ai la liberté d'en gagner et la liberté de pas en gagner. J'ai vu des gens se plaindre d'être dans la galère financière à 15 000 euros par mois. Vraiment, j'y ai été confrontée plein de fois. J'ai fréquenté des gens extrêmement riches dans ma vie. Mais il y avait Hanouna qui était sortie dans les médias comme ça en disant mais moi j'ai du mal à boucler les fins de mois parce que sans doute parce que t'as une folie de, tu vois, et je dis souvent ça à des potes qui ont peur de quitter leur job pour des raisons financières, tu vois, et je leur dis mais tu verras quand tu quitteras ton job, tu dépenseras moins d'argent parce que
L'argent que tu claques en taxi parce que t'es trop fatigué, l'argent que tu claques en Deliveroo parce que t'es trop fatigué, l'argent que tu claques en fringues parce que t'es déprimé. Non mais tu vois, l'argent que tu claques dans un 5 étoiles pour faire une semaine au soleil parce que t'en peux plus, et ben tout ça sera plus un besoin. Donc t'as déjà peut-être 30-40% de tes revenus, enfin de tes dépenses qui vont disparaître. Donc c'est une balance et ça j'en étais pas tout à fait sûre, tu vois. Et là je sors d'une période où j'ai pas touché d'argent du tout. Donc j'ai monté ma boîte, j'ai eu une période où j'avais encore le chômage, et puis j'ai eu une période où il y avait plus le chômage. Donc t'as vécu sur tes économies pendant ce temps-là ? J'ai vécu sur mes économies, et j'ai vu mes économies. Et en fait c'est assez marrant parce que je disais à tout le monde, ouais, j'ai peur de ce moment-là, de quand je vais... Et en fait, c'était pas moi qui parlais, c'est-à-dire c'était mes peurs d'avant, mais à un moment je me disais, arrête de dire ça parce qu'en fait, t'es pas du tout stressée en fait. Tu vois, genre non, c'est pas vrai, j'ai pas peur. C'était un discours que C'était un discours, c'était une position, parce qu'il fallait avoir peur de plus avoir de salaire, tu vois. Et tu le disais sans le ressentir. Ouais, sans le ressentir. À un moment, je me suis dit, bah attends, j'ai dit ça, mais en fait non, en fait, okay. Je le pense pas, pardon, tu vois. Et je me suis pris, je fais non, j'ai pas peur, je veux pas toucher d'argent, j'ai de l'argent de côté, on verra, tu vois. J'ai confiance sur. Alors qu'est-ce qui faisait que c'était une posture, un héritage de moi j'ai peur de pas gagner d'argent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte de à quel point c'était réglé tout ça, parce que tu vois, en fait c'était plus un sujet, et que j'étais tellement de ok, qu'est-ce que je suis bien dans ma vie, j'ai envie de monter ce truc, ça se passe bien avec mes associés, je vais continuer, et j'ai pas de salaire, tu vois. Et j'ai suffisamment confiance dans le truc de un jour j'aurai un salaire ou je trouverai une solution. Et ce que je dis, j'ai deux phrases que je me répète entre guillemets souvent. Je me dis souvent, au pire tu iras travailler chez McDo, et parce que je l'ai fait et que c'est pas grave, tu vois. Et quand je prends des décisions, je me dis souvent, ok, si t'avais 1 million d'euros là maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Et je fais ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire de sortir le critère de l'argent? Ouais, exactement. C'est-à-dire pour t'enlever cette peur, parce que comme je pense à un moment ça a été un driver important pour moi. Un driver, comment tu traduis ça en français? C'est naze de dire ça en anglais, tu vois. Un moteur? Un moteur, voilà. Un moteur important pour moi. Et j'ai utilisé cette phrase. Alors, maintenant, je le fais moins parce que je pense que j'ai plus besoin de ça et que je suis détachée du truc. Mais en tout cas, c'était l'un des outils que j'ai utilisé toute seule en me disant, ok, si tu gagnais de l'argent, tu vois, pour quitter des jobs, pour quitter des choses, pour prendre des décisions, pour monter des trucs, pour lancer des projets. Je me dis, ok, est-ce que si t'avais 1 million d'euros, tu ferais ça? Ok, bah vas-y, fais-le, tu vois. Et ça m'aide vachement à lever ce frein de l'argent. Ok, donc tu veux dire que si tu avais 1 million d'euros devant toi... Je ferais la même chose que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord. Et si un jour j'ai une réponse différente, bah j'adapterai ma vie. Alors ça se fait pas en 2 minutes, tu vois. Mais pour moi c'est un truc, tu vois, souvent je me pose la question, je fais ok, si je gagnais 1 million d'euros, je ferais quoi? Franchement ce que je fais là, c'est cool, tu vois. Et c'est intéressant ton truc de dire que c'était un truc un peu automatique où tu disais que t'avais peur de gagner de l'argent alors qu'en fait tu le ressentais pas. C'est un truc qui vient de tes parents? De peur de pas gagner de l'argent. De peur de pas gagner de l'argent, oui. C'est un truc qui vient de ton héritage. Enfin, tu disais un héritage justement, mais est-ce que ça vient de ton éducation? Oui et non, je pense. Il y a un rapport à l'argent que j'ai compris un peu plus tard, je pense du côté de mon père, qui est un peu complexe, tu vois. Globalement, moi j'étais dans un modèle où ma mère a gagné plus d'argent que mon père. Mais c'était mon père qui gérait l'argent. Parce qu'il ne faut pas pousser quand même, tu vois. On accepte qu'elle gagne plus, on ne va pas la laisser gérer sa thune, tu vois. Donc avec, je pense, ma mère qui a un peu lâché l'affaire sur ce sujet-là, qui a laissé mon père gérer. Et je pense que c'était la façon de faire passer la pilule, tu vois, si je dois être dans une analyse. Wow. Et c'est génial quand même, les mécanismes qu'il peut y avoir comme ça au sein des couples. Et... mon père, il a monté plein de petits business, tu vois, l'argent c'était une tension. Il y a eu pendant longtemps, ça a été une tension dans leur couple. Je pense que l'argent a été une pression, des débats, on parlait beaucoup d'argent, tu vois, et j'ai eu le sentiment de manquer d'argent, tu vois. Alors que finalement, tu vois, on avait un toit sur nos têtes, on mangeait, enfin tu vois. Après, on était 3 dans notre chambre, mais en même temps, c'est cool, ça crée des liens, tu vois. Donc, on n'a pas roulé sur l'or et l'argent a été une tension dans le couple et tu vois, genre vraiment, moi, j'ai été convoquée à l'école parce qu'on n'avait pas payé l'école. Enfin, tu vois, j'ai vécu des trucs chiants avec l'argent déjà quand je vivais dans le cercle familial. Donc, il y avait
ce truc de ouais, on a manqué l'argent c'est compliqué, j'ai pas envie de revivre ça, tu vois, c'était de la souffrance. Et en même temps, il y avait pas du tout de tabou. C'est-à-dire, je savais combien ma mère gagnait, je savais combien mon père gagnait, je savais, tu vois, quand ils ont vendu des trucs, je savais à combien on les vendait. Il y avait pas de tabou sur les chiffres. Ouais, moi je savais exactement. Mais moi je me souviens. Ça déjà c'est hyper. On faisait des tables. Enfin tu vois, moi je me faisais des tableaux de. Ok, alors ma mère elle gagne tant, mon père gagne tant, on dépense ça, à l'école ça coûte tant, tu vois. Et je voyais que ça marchait pas en fait. Tu faisais des budgets? Ouais, je faisais des budgets déjà, ouais, dans ma tête. Avec quel âge? Tu vois. Je suis pas ado et je me disais ok ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Je comprends, ça marche pas ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Genre je me disais ouais mais ça marche pas, vous avez plus de dépenses que de rentrées, donc ok, donc t'avais cette compassion aussi parce que je voyais ma mère elle travaillait non-stop, tu vois. Et mon père claquait un peu de manière pas forcément très efficace, mais donc voilà, il y a eu un truc, je pense au début à ce moment tu l'identifies pas trop et mon père lui vient d'une famille je pense plutôt très modeste, voire pauvre, tu vois. Et il y a aujourd'hui encore, des fois, il me lâche des trucs, tu vois, genre, mais toi, t'es une bourgeoise, tu vois, genre, bourgeois, c'est un gros mot, tu vois. Et moi, je lui réponds oui. Si t'estimes que ça, c'est de la bourgeoisie, tu vois, je sais plus de quoi en parler, mais donc, ils vivent au Maroc et j'avais dû faire 3 jours à Marrakech avant d'aller les voir, tu vois, et je sais pas, à un moment, je parle du prix de l'hôtel parce que c'était vraiment pas cher à cause du Covid et donc je le dis, mais pour lui, c'est déjà une somme hallucinante parce qu'en fait, mon père, il part en ancien dirham. Donc, déjà, quand toi, tu te parles en euros, tu convertis en dirham et lui, il est déjà, enfin, tu vois, donc c'est des sommes qui sont astronomiques. Donc, je pense que lui, ouais, il y a ce truc de, l'argent, c'est pas bien, mais en même temps, on en veut. Donc, t'es toujours tiraillé entre les deux et c'est épuisant, tu vois. Il y a un moment, assume que l'argent, ça fait du bien et genre, pose ce problème, tu vois. Donc il y a ça, c'est, j'ai envie de dire, l'adolescence où il y a plutôt de la souffrance et après il y a ma vie pré-adulte où donc je me retrouve en France sans mes parents et là donc je suis boursière, c'est pas la folie et il va se passer un truc un peu chelou qui est que en fait j'ai la chance de faire un stage où je vais rester, ils vont m'embaucher après mes 2 ans d'études, je fais un IUT donc je fais un stage, je suis embauchée. Ça se passe bien, je peux continuer mes études en même temps, donc je suis en licence. Et donc là, je gagne de l'oseille, tu vois. Je gagne plus d'argent que beaucoup de monde, je gagne plus d'argent que mes frères avec qui je vis, etc. Et là, assez fièrement, tu vois, je vais dire à mes parents, me donnez plus d'argent, j'ai ce qu'il faut, tu vois. Avec le truc mais à un moment, peut-être que j'aurai à nouveau besoin de vous parce que là, je fais mes études et en même temps je travaille, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait que je refasse que mes études et je projetais déjà de faire une école de commerce, donc je savais que ça coûtait cher. Et donc je me dis, moi là, je vais mettre de l'argent de côté pour payer mon école de commerce. Et là, je gagne de l'argent, mais je deviens hyper économe, tu vois. Je mets dans mon petit compte, là, j'économise. Et comme on roule pas sur l'or, tu vois, c'est 2 ans avant que je gagne de l'argent, en fait. Il y a des moments où j'arrive pas à payer mon loyer. Enfin, tu vois, j'ai connu de pas payer ton loyer. Le truc de t'attends le moment où on va t'appeler en disant oui bonjour, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc t'as ce flip là, je l'ai connu. J'ai eu ces 2 ans là, c'était compliqué parce qu'en plus mes parents n'ont pas de thunes, mais en plus t'as un problème entre la monnaie, c'est-à-dire que sortir des dirhams du Maroc, tu peux pas les sortir en Europe. Puis mes parents gèrent pas du tout leur truc. Je pense que j'avais d'autres potes pour qui c'était pas un sujet, mais bref, c'est la gestion financière de mes parents, toujours compliqué, tu vois. Donc on est un peu dans la merde, on roule pas sur l'or. Je me souviens que là ça commence je compte tout. Mais quand je te dis je compte tout, c'est-à-dire que quand j'arrive à la caisse du supermarché, je peux te dire que j'en ai pour 32,79 €. Okay. C'est-à-dire que je sais que tel beurre coûte 1,72 €, tu vois. Genre, j'ai une mémoire des chiffres et du montant, et l'argent devient un vrai sujet parce que je galère, tu vois. Il y a des fois, je compte mon nombre de tickets que j'ai pour le cruise, on s'arrange avec des potes au cruise pour la meuf du cruise, elle nous file des yaourts, elle nous file des bananes en plus qui traînent, tu vois. Genre, t'as une vraie pression sur l'argent, tu vois. Et ça, c'est un petit trauma de dire, oh, tu vois, quand même, tu dois payer ton loyer, tu dois bouffer, enfin, tu vois. Et en même temps, ça se passe bien parce que Paris, c'est trop cool et tout, mais bon, ça reste une ville chère, tu vois. Donc, je pense que j'ai ce truc-là, comme je commence à gagner de l'argent, je mets tout de côté, tu vois. Je me dis, ok, ça va pas durer, je mets tout de côté, donc je commence à devenir hyper économe et j'ai ce truc de je veux faire une école de commerce, tu vois. Tu veux faire une école de commerce pour gagner de l'argent ? Je vais faire une école de commerce pour 2 raisons. Je veux faire une école de commerce parce que je veux inventer des émissions de télé et que je regarde à l'époque, je comprends pas trop comment faire pour faire ce métier, tu vois.
Donc j'écris des petites lettres à des producteurs, personne me répond. Et moi, c'est ça que je veux faire, tu vois, comme métier. Ah ouais. Et le truc, c'est que je regarde, à l'époque, c'est le début d'Internet, et je regarde et je vois les directeurs de programme. Je me dis, quoi, ça doit être ça, ce métier, tu vois. Et ils ont tous fait une école de commerce, tu vois, HEC, machin. Donc je me dis, ok, moi, je vais faire ça. Et je me dis, et au passage, il y aura le verre dans la pomme. Tu vois, je me dis, moi, j'ai envie de comprendre les gens quand ils parlent d'argent. Donc je veux comprendre ça, tu vois. Je veux juste apprendre leur langue, tu vois. Et donc, je me dis, mais quitte à ce que ça me coûte aussi cher, il faut que j'en fasse une bonne, tu vois. Je ne vais pas aller faire une qui est classée 25e parce que ça va me coûter un bras, tu vois. Donc, je mets mon petit pactole de côté, machin. Et je finis par passer des concours. Je suis prise en école de commerce. Et là, à l'école de commerce, ce qui est bien, c'est que t'es pas encore arrivé. C'est que déjà, pour réserver ta place, il faut lâcher 1000 balles, tu vois. Putain. Donc, t'es là, tu places. En plus, moi, j'ai fait l'école de commerce de Nantes. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je quitte Paris. Donc là, il y a, tu vois, retrouver un appart. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des frais et tout. Mais moi, je me dis, je suis sereine, tu vois. J'ai mon petit pactole. Et je me dis, j'ai assez pour payer mon année. Et puis, entre les bourses et mes parents qui vont donc revenir dans le game, ça va passer. Ça s'est pas passé comme ça. J'allais dire. Parce que mes parents ne sont jamais revenus dans le game, pour une raison un peu mystérieuse, je pense, pour des raisons de fierté, tu vois. Je pense que finalement, je sais pas, je pense que il y a eu un truc de... Mon père a pas finalement si bien vécu le fait que je m'autonomise, en fait, tu vois. Voilà, c'est son rapport à l'argent. Encore aujourd'hui, il y a des moments où il supporte pas que je paye des choses, en fait. Mais tu veux dire que tu aurais mieux fait de ne pas lui dire que tu gagnais ta vie, enfin qu'en tout cas tu avais un job qui te ramenait un salaire, de prendre l'intégralité de ton salaire pour ta pomme et de continuer à recevoir leur argent. À ce moment-là, il me donne plus d'argent à moi, mais il en donne à mes frères, tu vois. Donc je pense que là, il y a un truc un peu de féminisme, enfin tu vois, d'inégalité qui est un peu inconscient, qui est un peu de sa culture, ok. Sur le coup, ça a été un des gros fights entre nous parce que je ne comprenais pas, tu vois. Pour moi, c'était hyper injuste, tu vois. T'es l'aîné ? Non, je suis au milieu. Ok. Je suis au milieu, ouais. Désolé pour tous les... Par contre. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, si je l'analyse avec ce prisme et de moi, j'ai fait mon taf et tu vois, mais très récemment, il s'est repassé un truc où j'ai payé... On a fait des travaux dans l'appartement de mes parents qu'on a financé, tu vois, tous les trois avec mes frères. Et puis, on est allé à la fin de ces travaux et puis on a acheté des meubles, tu vois. Et à la fin, j'ai payé pour ces meubles. Et mon père a vraiment... Ça l'agresse qu'on lui paye des trucs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a le truc de, je pense, défaillance de lui en tant que père, de dire je suis pas capable de payer ces trucs-là pour ma propre famille. Et en même temps, il va te dire on n'en a pas besoin parce que mon père peut vraiment techniquement dormir sur un matelas par terre, tu vois. Mais en même temps, ce que je lui dis, toi, tu veux dormir sur un matelas par terre, dors sur un matelas par terre. Maintenant, j'ai le droit de vouloir que ma mère, qui, elle, ne veut pas dormir sur un matelas par terre, ne dorme pas sur un matelas par terre, tu vois. Mais c'est lui faire accepter, lui, le confort, parce qu'il a vraiment vécu avec rien. Tu vois, dans des conditions vraiment t'as rien. Et je pense qu'il reproduit ce truc-là. Et donc, tu vois, on a refait l'appartement de mes parents, ça nous a coûté de l'argent. Pour lui, il comprend pas. Vous avez dépensé de l'argent pour rien, ça, c'était pas nécessaire, tu vois. Donc, il y a un moment, tu passes au-dessus, tu vois. Tu dis, ok, nous, on va lâcher cet argent, on a envie de dépenser cet argent. Dépenser l'argent, c'est un truc, dépense pas l'argent, ça coûte trop cher, tu vois. Il négocie tout aussi. Il négocie tout le temps. T'arrives, un truc qui coûte 2 dirhams, il dit, ouais, 1 dirham, tu vois, 10 centimes. Mais c'est limite culturel là pour le coup. Ouais, c'est culturel. Moi, avant, je disais que c'était culturel. Ouais. Aujourd'hui, je pense c'est un peu maladif aussi, tu vois. Oui. Et en même temps, ça me fait de moi aujourd'hui une super négociatrice, tu vois, parce que je pense que j'ai appris à travers lui à le voir tout le temps négocier. Ou des fois, t'es mal à l'aise, tu vois, genre là, respecte la personne que t'as en face de toi, tu vois. Et parfois, t'as des vendeurs qui lui disent mais sors de mon magasin, tu vois. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Donc ouais, il y a ce moment-là où je me retrouve dans la merde financièrement, alors que j'étais sereine, tu vois. Donc j'emprunte de l'argent, c'est un réflexe, mais je me dis ouais, je vais pas emprunter, je vais emprunter qu'une partie, je vais pas emprunter tout, et je vais me débrouiller. Et là, je commence à faire des petits jobs à côté. Et là, je rentre dans un autre truc il me faut de l'argent à tout prix, et je travaille de ouf, mais j'ai fait des trucs de fou, tu vois. Genre, je suis en stage, et le matin, je taffe avant d'aller en stage, donc de 6h à 9h, et après je retaffais de 18h à 22h, tu vois. Et donc je te faisais des journées insane, et donc je taffe, et je suis là, faut que je fasse rentrer de l'argent, parce qu'il faut que je paye ma vie, il faut que je paye l'école, enfin tu vois, voilà.
Et en plus, j'avais un stage qui était un peu moins payé parce que je finis par quand même bosser en télé, tu vois. Après, mais du coup, ce stage était moins bien payé que ce que les autres en école de commerce pouvaient avoir, tu vois. Étonnant. Et là, je rentre dans ce truc de boulimie de travail aussi, tu vois. Attends, excuse-moi, mais tu vas pas demander à tes parents à ce moment-là de l'aide? Ah non, mais non, clairement, je l'ai demandé, on m'a dit non. Donc, tes parents t'ont dit clairement non? Ouais, oui. Ou alors il y avait un peu une sorte de fin de non. Enfin, c'était. Ok. Ouais, en fait, j'ai dit tiens, il faudrait que tu me redonnes de l'argent. Et c'est pas arrivé. J'ai demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment, toi, il faut que t'avances, il faut que tu payes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils attendent pas de ouais, est-ce que machin, tu vois. T'as pas demandé d'explication, quoi. Si, on a demandé. Mais franchement, ça reste. Ouais, je sais pas, toujours, j'ai. Et à un moment, tu passes oui, autre chose, quoi. Préféré... Tu dis ok, bon, allez, tu vois. Ouais. Passe autre chose. Après, j'ai une réaction de fierté, tu vois, oui, aussi, de dire aussi. ok, tu sais quoi, je vais me débrouiller sans toi, tu vois. Et je vais bien me débrouiller sans toi, tu vois. Mais ça a été un peu, tu vois. Et je pense aussi que du coup, je suis allée dans un truc extrême de ouais, tu vois, je vais te prouver que je peux le faire sans. Boulimie de travail, donc. C'est ouais, ça. Et je suis partie dans une boulimie de travail, à travailler beaucoup, tu vois, vraiment et trop. Mais du coup, je finis quand même à avoir cet argent. Je peux payer l'école, je peux me faire un voyage de ouf en césure. Et puis en plus, j'avais un séjour à l'étranger, tu vois, avec tes études. J'ai fait un semestre à l'étranger, aux États-Unis. Donc en plus, tu dois raquer pour l'étranger. Enfin, tu vois, parce que. Donc mais j'ai réussi à assumer tout ça en travaillant beaucoup, en trouvant des feintes, tu vois, de bons jobs qui m'ont rapporté. Tu vois, franchement, j'ai fait pas mal de métiers. Et donc, je survis à toute cette période-là. Mais qui reste un truc, déjà, tu vois, avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Alors, je suis allée réemprunter de l'argent, j'ai emprunté 1 fois, puis je suis allée réemprunter une 2e fois. Et puis, à la banque, ils m'ont dit, bon, là, on vous a prêté 2 fois, la prochaine fois, c'est, tu vois. Donc, déjà, je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas emprunté directement toute la somme, tu vois? Au lieu de me dire, je vais le faire toute seule, tu vois. Et je pense que j'avais pas ce truc effectivement, de me dire, je peux demander de l'aide à d'autres, tu vois. Donc, j'ai demandé à la banque, mais j'avais quand même un peu de fierté de dire, attends, je vais pas tout demander. Alors que j'avais des potes qui avaient de l'argent, où les parents leur disaient va prendre le prêt étudiant s'il te plaît parce que il est à taux 0 et juste prends-le pour moi, tu vois. Et voilà, vision de riche, vision de, tu vois. Clairement culture. Là pour le coup, et moi je me dis mais Dieu, pourquoi t'as fait ça, tu vois? Pourquoi tu t'es mis dans cet état? C'est-à-dire que moi, mes potes, ils allaient en teuf et moi j'étais en train de taffer, tu vois, pour financer ce truc, alors que tout le monde s'était dit c'est pas grave, j'emprunte 25 000, tu vois. Donc j'ai emprunté moins. Il y a un côté, il faut galérer pour gagner de l'argent. Ouais, de ouf. Je pense que je me suis infligé. Ouais, je me suis infligé une souffrance. Je pense aujourd'hui je le ferais pas, tu vois, clairement. Mais il fallait que je passe par là. Tu vois, le fameux il fallait que je passe par là, parce que je pense qu'en fait j'avais un truc avec l'argent qu'il fallait que je règle, tu vois. Et donc je refinis par emprunter une 2e fois, et là j'ai eu un petit coup de destin parce que je finis mes études. Et je me souviens, je reviens des États-Unis, là, je suis à l'étranger, je suis chez mes parents, on était à Noël, et le 10 janvier, j'ai 1500 balles à filer à l'école, le 10 février, 1500 balles, le 10 mars, 1500 balles, le 10 avril, 1500 balles, tu vois, c'est les dernières échéances, et là, c'est ton stage de fin d'études, tu vois. Et là, je me dis, ok, déjà, pas de stage de fin d'études, j'ai pas les moyens, les gars, je vais aller chercher un job directement. Et j'avais fait une demande de bourse à l'école, et là, vraiment, 2 jours après Noël, un truc comme ça, mon père, il me dit, ouais, tiens, on a reçu un courrier de ton école, t'as eu une bourse et tout. Moi, je dis, vas-y, rigole pas avec ça, tu vois, genre, je sais pas. Il me donne le papier et la bourse, qui m'ont dit, ok, vous avez obtenu la bourse et vous aurez pas à payer ces 4 échéances, tu vois. Et là, je me dis, putain, j'ai eu trop de chance. Et je me souviens d'avoir passé une journée à faire ce dossier alors qu'on était aux États-Unis. Et j'étais avec un autre pote qui était en galère et qui, lui, a préféré aller faire la teuf et qui a pas fait ce dossier. Et moi, j'étais tellement heureuse d'avoir rempli ce dossier pour avoir ma bourse. Et du coup, j'ai eu ma bourse. Et je suis allée chercher du taf, et j'ai trouvé du boulot. Donc j'ai commencé à taffer, et là j'ai eu mon premier salaire. Et là je me suis dit, ok, là je ken de la thune, tu vois. Et là je vais aller m'acheter un truc de ouf, un truc dont je rêve depuis toujours, tu vois. Et c'est quoi? C'est un peu shame, tu vois. C'était un sac d'une marque qui coûte rien, mais qui était pour moi un truc de ouf. C'était un sac Gérard Darel à 270 €, tu vois. Ouais, c'est pas que ça coûte rien, c'est que... Bah moi je pouvais pas me payer un sac à 200 balles, tu vois. C'est pas un sac à 1500 balles, non. Mais c'est un sac mais là encore, tu vois, chacun son référentiel. Bien sûr, j'ai pas mal de potes pour qui le goal c'était le sac à 2500 balles, tu vois. Et je vais au Galeries Lafayette et je me dis je m'en fous, je vais acheter ce sac, tu vois. J'arrive, je vois le sac et je me dis en fait non, je m'en fous. Et je vais pas acheter le sac. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, je crois que je suis arrivée au bout de ce truc de en fait
travailler autant pour avoir de l'argent, courir après l'argent, genre tu sais quoi, stop, l'argent, ça, je vais arrêter de compter en fait. Donc c'est à la fois, c'est quand même un moment où bah j'ai plus besoin de compter mon truc au supermarché, tu vois. Et ça on se le dit encore souvent avec mes frères, je fais, qu'est-ce que c'est kiffant d'aller au supermarché et de prendre des trucs, juste de prendre des trucs. Mais ça c'est, parfois je me le fais encore, tu vois, je me dis putain c'est trop cool, tu vas rentrer dans le supermarché, tu vas prendre tout ce que tu veux et tu vas pas te poser la question quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte du luxe que c'est de Bien juste sûr. aller à la caisse sans se dire est-ce que je peux mettre tout ça dans mon caddie sans que tu vois. Donc ça c'est, et à ce moment-là donc je commence à bosser, je gagne bien ma vie en tout cas pour moi, j'avais mon premier salaire, je suis allée le négocier. Ça c'est assez marrant parce que donc je négocie mon premier salaire, j'ai ce que je veux et je l'ai négocié parce que dans ma famille on m'avait dit que je pourrais pas gagner, donc je voulais 2000 € net. Et on m'avait dit, non, tu gagneras jamais en premier salaire 2000 € net. Et moi, je suis partie, j'ai dit, je veux 2000 €. Mais c'était ça mon référentiel, tu vois, genre, je vais donner tort à ces gens-là, tu vois. Parce qu'il y a une motivation commune. Ouais, tu vois. Et après, 6 mois après, je suis allée renégocier mon salaire. Je suis allée voir mon boss. Et je dis, ouais, je voudrais renégocier mon salaire et tout. Il me dit, bah, tu viens d'arriver, tu vois. Je dis, non, mais là, j'ai mon prêt étudiant qui commence. Parce que c'était censé être la fin de mes études. Moi, j'avais pris un peu d'avance, mais j'ai mon prêt étudiant, c'est 450 € par mois. Du coup, je veux de quoi couvrir mes 450 €. Comme ça change rien à ma vie, tu vois. Je dis, voilà. Donc, je fais mon petit argumentaire et tout. Et j'ai réussi. C'était un tour de force. Il m'a dit, oui, mais le problème, c'est que si je t'augmente, après, tu demanderas plus. Je dis, ouais, c'est vrai. Je dis, c'est vrai, c'est le jeu. Je dis, mais par contre, moi, je sais que je cours pas après des immenses salaires, mais là, c'est une question de bien-être, tu vois. Genre, si tu veux que je fasse bien mon travail, il faut que je puisse couvrir mes frais. Et je dis, franchement, je te demande pas plus d'argent pour m'engraisser, je te demande plus d'argent pour payer mon prêt étudiant, tu vois. Et tu vois, j'ai monté comme ça, puis après j'ai renégocié régulièrement jusqu'à même partir de cette boîte d'ailleurs. Mais ouais, j'ai plusieurs fois quand même quitté 2 fois en l'occurrence, j'ai quitté mes tafs en sachant pas ce qu'il y allait avoir, tu vois. Donc les 2 fois j'avais de chômage. Mais, tu ouais. Démissionnais sans avoir de job derrière ? Ouais, okay. J'avoue, je l'ai fait 2 fois. Ok. Sur mes 2 gros jobs en fait. Le premier, pareil, j'étais intermittente. J'ai tout fait en fait, j'étais intermittente, j'étais auto-entrepreneur, j'étais en CDI. Donc tu bossais dans le milieu de la télé quoi. Ouais, du coup j'ai inventé des émissions de télé. Ouais. Ce goal-là, quand même je l'ai fait, tu vois. J'ai mis du temps, tu vois, j'ai dû passer par une école de commerce, ça m'a coûté 30 000, mais j'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Et ouais, et donc j'ai bossé d'abord dans une première boîte de prod, et donc je suis partie parce que j'en avais marre. Et là t'as quitté sans avoir de job derrière ? Non, ouais. C'est beau ça. Ouais. Et en ce moment, c'est la mode, tu vois. Mais et tout. Ouais. Mais justement, ça a été mon premier. En fait, ça m'a réglé le premier truc de. Ok, en fait, j'ai pas peur d'argent, mais j'ai quand même le chômage. Dans ma tête, je me disais, le vrai test sera le jour où t'auras pas le chômage. En fait, je l'ai fait là, tu vois. En plus, j'ai pas de chômage, tu vois. Donc ouais, ça c'était déjà de. Ok, mais typiquement là, je m'étais posé la question de. Ok, si t'avais 1 million d'euros, tu ferais quoi ? Clairement, tu t'en irais d'ici. Bah va-t'en, tu vois. Genre, juste va-t'en, t'en peux plus, tu veux plus ça. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, tu sais quoi, tu verras bien. Et c'est là où aussi la France est un pays incroyable on a le chômage, tu vois. Et comme moi j'étais intermittente, tu vois, j'avais mon système d'heures, donc j'avais, je sais plus, 8 mois de chômage. Alors là, non seulement t'es. Donc. Intermittence quand t'es en France, c'est quand même. Enfin, que t'arrives à avoir l'intermittence, c'est quand même complètement dingue. Alors depuis, ils l'ont tous les mois, ils coupent. Enfin, tous les ans, ils coupent ce privilège-là. Il y a des avantages et des inconvénients à l'intermittence, mais. On pourra en parler, mais ça reste quand même un système de maboule, quoi. Ouais, de ouf. Mais même juste le pays. Enfin, tu vois. Donc, là, parce que là, t'as démissionné. Donc, normalement, en plus, quand tu démissionnes, t'as une période de carence ou, en tout cas, moi, tu peux pas démissionner en fait, encore aujourd'hui, normalement, tu peux pas démissionner et avoir le chômage. T'as une période de carence. En France, aujourd'hui, il vaut mieux faire un abandon de poste que démissionner. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, tu te fais licencier. Et j'ai des potes RH qui m'ont dit qu'en ce moment, il y avait beaucoup d'abandon de poste parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur job et qui ont besoin de chômage. C'est un non-sens, mais. C'est légal, hein, mais il y a un truc où effectivement, tu te fais licencier pour faute grave. Mais moi, j'étais intermittente. Donc, quand t'es intermittente, quand tu t'arrêtes, en fait, t'arrêtes ta mission. Donc, c'est pas de la démission, tu vois. Ah oui, ok. Juste, t'as cumulé tes heures, tu te débloques un truc, tu vois. Oui, t'étais pas salarié. Classique, quoi. Non. Ok. Et par contre, la deuxième fois, donc tu vois, j'ai eu cette période d'intermittence. Là, bon, clairement, j'ai fait moi, à ce moment-là, je fais un gros burn-out, en fait. Tu vois, j'ai 2 mois, je peux pas te dire ce qui se passait dans ma vie. Je pense que j'ai dormi, fait du sport et joué à des jeux vidéo. Vraiment, j'ai fait un petit blackout là, tu vois. Et donc,
Là, j'ai une petite période d'errance, tu vois, je commence à faire des petits trucs, je sais pas trop ce que je veux faire. Et en fait, je sais plus trop comment ça se passe, mais du coup, je finis par trouver un CDI dans une autre boîte de prod. Et je me dis, CDI, j'ai jamais fait, vas-y, tu vois. Donc, j'y vais et je refais un cycle de 4 ans. Et là, par contre, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ok. Avec le boss. Ça, c'était un entretien aussi assez rock, tu vois, t'as les négos. Parce que c'est pas le genre de boîte qui offre des ruptures, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou... c'est pas le genre de boîte qui offre des ruptures. Je le fais à un moment où je pense que on s'attend pas à ce que je veuille m'en aller. Et je le fais alors que je suis plutôt appréciée, on vient de m'augmenter, on a beaucoup parié sur moi, sur mon poste, etc. Et donc je prends la décision de partir à un moment où je pense que dans l'entreprise, ils l'ont pas vu arriver, tu vois. Ouais. C'est vrai que côté employeur, c'est un peu chiant quand t'as ils avaient investi beaucoup pour moi, et sur moi, et je suis très reconnaissante. Maintenant, je sais pourquoi je suis partie, tu vois. Peut-être un jour ça t'arrivera, toi, en tant que boss. Désormais. Ouais. Mais tu vois, tu sens plutôt une déception de, tu vois. Mais bon, c'est la vie. Et moi, à ce moment-là, et à ce moment-là, donc je négocie en me disant, il me faut quand même mon chômage, tu vois. Donc je négocie une rupture conventionnelle. En sachant qu'en plus, une rupture conventionnelle coûte de l'argent à l'employeur, puisqu'il faut filer une certaine somme légale en fonction du nombre d'années et de ton salaire, etc. quoi. Donc bon, après, il y avait une restructuration globale. Donc au fond, ça allait, je pense, les arranger aussi parce que ça permettait une réduction d'effectifs. Mais il y avait après un lien humain entre ce boss et, tu vois. Donc ouais, là, je pars en rupture conventionnelle et je pars... parce que je sens le burn-out arriver, que je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Et je me dis, ok, c'est en train d'arriver, je l'ai déjà fait une fois, je vais pas le faire 2 fois. Donc je suis partie avec d'autres conditions, tu vois. J'ai mis en place des gens, tu vois, je me suis fait aider psychologiquement, je me suis encadrée de gens en disant, je l'ai déjà vécu, la première fois j'étais très jeune, je suis passée comme ça, j'ai réussi à rebondir. Mais là, je sens qu'il y a, ok, tu vois, la première fois, c'est le contexte. Quand ça t'arrive une fois, la deuxième fois... quand les choses m'arrivent 2 fois, je me dis ok, là il faut que je réagisse, tu vois, c'est pas que la faute des autres ou la faute du contexte, tu vois, c'est si ça se reproduit, c'est que j'ai aussi ma part de responsabilité dans le truc. Donc voilà, je suis partie et j'ai eu le chômage pendant quelques années, puis j'ai fini par monter pendant quelques mois, puis j'ai fini par monter cette boîte et ça s'est cumulé avec la fin de mon chômage et donc j'ai vécu plusieurs mois sans me verser de salaire. Et là j'avoue qu'on se verse, tu vois, maintenant on se verse un salaire et c'est kiffant, tu vois. Quand tu dis c'est ta boîte, tu te verses ton salaire et ça fait tant de mois que tu as travaillé sans rien et la première fois où l'argent il tombe, franchement ça fait vraiment ça fait combien de bien, temps tu vois. Ça fait combien de temps que tu te verses un salaire? 1 mois. Ah oui, donc c'est t'es au tout début. Ouais. Et tu te verses un salaire de combien de sous alors? Alors je me verse un salaire de 4 000 € brut. Ah ouais. C'est un chouette salaire en plus. Ouais, c'est ce dont j'ai besoin pour boucler, tu vois, quand je pense que c'est un vrai truc si on doit parler de comment fixer sa valeur. Je pense qu'il faut commencer un peu par ses besoins, même si c'est pas que ça, tu vois. Mais de savoir de combien tu as besoin à l'instant T, parce que c'est des besoins qui vont évoluer. Moi, j'ai des contraintes aujourd'hui qui sont ce qu'elles sont, elles vont évoluer. Mais donc je sais que j'ai tant à payer pour ça, tu vois, d'avoir une petite idée de ton budget sans passer ta vie sur ton tableau Excel, sans passer. Moi, je me souviens aussi d'une époque où vraiment mon compte en banque, je pouvais te dire au centime près ce qu'il y avait, et je pouvais regarder 12 fois par jour le montant que j'avais sur mon compte en banque, tu vois. Donc ça c'est ça limite, aussi faut faire, tu vois, c'est limite obsessionnel quoi. Tout ça c'est parti, je check, je fais attention, tu vois, mais c'est plus du tout une angoisse, tu vois, de comment je vais faire, tu vois, et de trucs, et aussi de comprendre que en fait si t'es dans la merde, t'es pas toute seule, que tu peux aller demander de l'aide, que tu vois en vrai t'as un cercle autour de toi et ces gens-là on se soutient là. Et en fait je pense que j'avais une vraie peur, moi j'avais vraiment une peur de finir à la rue, tu vois, alors qu'en vrai si je me pose 2 secondes c'est pas très rationnel, tu vois, j'ai de la famille, j'ai un entourage, tu vois, mais je pense que la peur derrière tout ça, si je devais aller mettre la main dessus, c'était peur de me trouver à la rue, tu vois. Donc une fois que tu as posé cette peur tu vois, il faut déjà identifier ce qu'il y a tout derrière. Et tout ça, en plus, je pense, tout ce travail-là sur l'argent, je l'ai fait sans... Pardon, je vais te laisser parler un moment. Je l'ai fait toute seule. Je pense que c'est l'un des rares trucs que j'ai psychologiquement travaillé toute seule, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai réglés avec des aides extérieures. Et ça, je l'ai identifié toute seule. Il y a un moment, mon rapport à l'argent m'a emmerdée, tu vois. Je partais en week-end, je comptais, avec les potes, je comptais, je faisais attention à ce qu'on dépensait. Et ça m'a fatiguée moi-même, tu vois. De toujours en train... C'est quoi le déclic, en fait? J'ai pas de déclic comme ça. C'est juste un moment de j'aime pas ce que je suis en train de devenir et j'aime pas ce que je suis, tu vois. Okay.
Et je pense que j'ai eu d'autres gens autour de moi qui étaient un peu comme ça, que je voyais, tu vois, dans mon entourage, des potes et tout. Et ça m'a agressée. Je me dis, putain, c'est pas cool. Je fais, oui. en même temps, tu es en train de devenir ça, donc tu vois. Il faisait un miroir un peu, un peu dégueu pour toi. Et voilà, et je pense aussi que, tu vois, l'air de rien, mon père qui a du mal à dépenser de l'argent, tu vois, on n'a qu'une vie. Tu vois, bien, c'est maintenant, c'est pas demain, tu vois. Et comment ce travail-là que tu as fait sur toi t'aide aujourd'hui dans ton job, justement, en tant qu'agente, de pouvoir réussir à... Est-ce que tu as des discussions autour de l'argent avec tes créateurs ou tes créatrices ? Ouais. Souvent, au tout début, la première fois qu'on se rencontre, je leur demande ça. Je leur dis, financièrement, c'est quoi ta situation ? Est-ce que tu gagnes de l'argent ? Est-ce que tu n'en gagnes pas ? Est-ce que ta boîte, elle va bien ? Est-ce que tu as une boîte déjà, tu vois ? Est-ce que tu as un statut juridique pour ça ? Et ouais, bien sûr, je leur demande OK, voilà, c'est OK. Après, c'est quoi, de quoi tu as besoin par mois, tu vois, pour faire tourner, pour être bien, tu vois. Parfois, ils n'ont pas la réponse, parfois, ils ont la réponse. Donc oui, j'ai cette discussion. Et après, t'as posé des questions. Comment tu fais, toi, pour... comment ton travail que tu as fait sur toi t'aide à assainir quelque part le lien que tu peux avoir avec eux par rapport à l'argent ? Déjà, je pense que l'argent n'est pas un tabou. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des clients au téléphone, enfin des marques au téléphone et tout, je sens, en fonction des gens, il y a des gens qui vont mettre un quart d'heure, 20 minutes avant de me lâcher un prix, avant de me, tu vois, et si je demande pas, on parle pas, tu vois, c'est genre mettre juste la somme, de dire oui, alors on a tant de budget, je fais ok, c'est bien, c'est pas bien, je veux pas te juger en fait, tu vois, et même parfois ils ont pas d'argent et en fait ils savent pas comment me dire j'ai pas d'argent, je fais dis-moi, moi de toute façon t'as pas d'argent, ok, après moi c'est le créateur, on est libre de te dire non, mais juste bien on dit clairement, quoi. Dit clairement, tu vois. Et donc je me rends compte que parfois je suis un peu brutale pour les gens, parce que comme pour moi c'est pas un tabou, j'arrive et je vais tout de suite te dire ok, mais c'est quoi ton budget, mais ça coûte tant, est-ce que t'as assez d'argent, tu vois, de mettre toujours des prix. Des fois c'est un peu, en France c'est un peu indécent, c'est un peu, tu vois, alors que pour moi c'est, donc j'ai appris aussi à m'édulcorer, à envelopper un peu pour que ça soit moins brutal pour la personne en face, puisque j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas parce que moi j'avais cette liberté de mettre des chiffres et de connaître, mais tu vois, j'ai toujours su, mais même avec ma famille, tu vois, mes frères, je sais combien ils gagnent, je peux demander quand je rencontre des gens, je peux leur dire ok, mais c'est quoi ton salaire, enfin tu vois, et tu sens une grosse gêne, tu vois, alors je dis vas-y, mais en plus on a tous intérêt à partager nos salaires pour aller négocier mieux derrière, tu vois. Donc ouais, ça souvent ça déstabilise un peu, et en même temps c'est mon métier, donc si j'avais un tabou avec l'argent, franchement je pense que je change de métier, enfin il fallait que je change de métier, tu vois, je suis obligée d'aller dans le vif du sujet, quoi, tu vois. Et après je dois les aider à accepter aussi parfois que c'est ce qu'ils valent. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans l'influence, aujourd'hui, tu vois, je vais utiliser le mot influence. Tu vas pas imploser. En fait, tu vends. Donc, dans la fixation de ton prix, c'est aussi ce que tu vas rapporter à l'autre, tu vois. Donc, c'est ton nombre de vues. Mais en fait, tu vends aussi beaucoup le passé. Parce que tu vends les années que tu as mis à construire ta communauté. Et tu vas pas. Parce que dans beaucoup de métiers, je pense aux restaurateurs, où tu vois, ils vont te dire ok, la patate elle coûte 2 €, mon service il coûte tant, mon loyer il coûte tant, je prends ça, je rajoute 30% parce qu'il faut que je vive, voilà mon prix, tu vois. Dans des métiers, si tu fais ça, en fait tu vas tout te vendre, puisqu'il faut que tu valorises ta communauté, ton audience et ce que tu vas rapporter. Et donc ça c'est un peu subjectif, et parfois ça atteint des sommes qui sont importantes à l'échelle de la moyenne française, tu vois. Et du coup, parfois, certains créateurs se sentent illégitimes de recevoir autant d'argent. Tu peux vendre une ampé combien, par exemple ? Pour donner clairement aux gens, sans pour autant balancer des doses confidentielles. Alors, c'est ça, mon vrai problème, c'est que j'aimerais pouvoir te parler librement de ces questions. C'est-à-dire, autant je peux te répondre sur mon salaire, autant je ne peux pas répondre, parce que j'ai des clauses de confidentialité avec ces créateurs, et c'est leur liberté à eux, c'est leur choix à eux, et j'ai pas à le faire pour eux, tu vois ce que je veux dire. Donc et malheureusement les OP ça va de 2 000 à 50 000 €. Oui, c'est tu ça. vois ce que je veux dire. Donc de 200 à 50 000 €, tu vois. Mais tu peux globalement vendre une OP à 50 000 € aujourd'hui avec pour un créateur, quoi.
Ouais, je l'ai jamais fait d'un coup, mais tu peux atteindre ces sommes-là. En tout cas, les gros créateurs peuvent même monter au-dessus de ça, hein, tu vois. Moi, je crois que la plus grosse que j'ai dû faire, ça devait être 40 000. Mais j'ai aussi des OP à 500 €, tu vois. Donc, t'as vraiment un spectre qui est assez large. Mais après, t'as des fixations de prix qui sont, tu vois, genre au nombre de vues. Alors ça marche plutôt pour une communauté YouTube où tu vas être à 25 €. Tu vois, la référence, c'est le 25 € CPM. Donc, pour 1000, si tu fais, tu vois, toutes les 1000 vues, tu prends 25 €, quoi. Et après, selon les créateurs, tu vas pouvoir monter un peu plus parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont sur un contenu niche. Et le but, c'est de monter le plus possible, tu vois. Et le but, c'est de pas descendre en tout ça. Et puis parfois, il y a une marque qui va te demander moins, qui va te donner en échange des produits, ou tu vois, qui va compenser. Et parfois, moi, c'est un truc que je note et ça me fait parfois péter des plombs, où je sentais qu'ils avaient une joie d'avoir un produit gratos qui est supérieur à avoir un chèque, tu vois. Ouais. Chèque qui paye 3 fois le produit gratos, tu vois. Et j'ai parfois eu ces conversations et ils me disent ouais, mais qu'est-ce que c'est kiffant de le recevoir gratos, tu vois. Je dis mais je comprends pas, en fait. Tu vas gagner. Si tu dis non à ça, ben moi derrière je vais avoir un chèque qui va te permettre de l'acheter 3 fois, mais tu préfères le recevoir gratos. Et souvent on me répond oui. Parce que la gratuité sur l'effet du cerveau, alors moi je trouve ça, moi ça me dépasse, tu vois. En fait, moi je préfère, mais je ne veux pas des trucs gratuits. Ouais. Et ça déstabilise beaucoup les gens, tu sais, genre chez Sephora là, elle te donne toujours des échantillons. Et à moi chaque fois je dis non, et elles me disent mais c'est gratuit. Je dis mais je m'en fous. C'est pas parce que c'est gratuit que je vais le prendre, parce que ton truc ça nique la planète, que tu me donnes des trucs anti-rides alors que j'ai 25 ans. Enfin, tu vois, genre je veux pas des échantillons en fait, je n'en veux pas, tu vois. Mais c'est gratuit, mais c'est pas parce que c'est gratuit que tu vois. Puis on dit souvent si c'est gratuit c'est que le produit c'est toi, mais je pense que c'est assez vrai. Mais voilà, mais ça par exemple je lutte avec mes créateurs, c'est que parfois, et moi je suis obligée, alors déjà ça m'arrange pas, hein, parce que un pourcentage sur un aspirateur, pour moi ça me donne rien, alors qu'un pourcentage sur un chèque, moi je gagne ma vie sur ma vie sur c'est l'argent, sur l'argent, tu vois. Donc je préfère pas qu'il accepte cet aspirateur, mais de temps en temps t'es obligé de lâcher prise et de dire bon bah prends ce truc, ça te fait kiffer. Vas-y, c'est un non-sens pour moi, mais vas-y, tu vois. Et c'est là où tu dois lâcher et leur dire, ok, c'est vous qui faites ce que vous voulez, moi je te donne nos recommandations, à la fin c'est toi qui décides et c'est eux qui décident, tu vois. Et c'est important pour moi aussi qu'il y ait cette liberté, moi je suis juste là pour te donner mon avis, ça te fait kiffer. Je dis par contre, moi je vais pas passer toute ma journée à aller chercher des trucs gratos, parce que tu vois, c'est pas mon travail. C'est ça, c'est que on peut en parler aussi, c'est que toi tu gagnes ta vie en termes... Et ça c'est dur. C'est des commissions que tu gagnes, alors, quoi. Moi, c'est le cas parce que je suis la boss, tu vois. Maintenant, je recrute des gens, donc je recrute des agents, tu vois. Et ces agents-là, j'ai mis un point d'honneur à pas leur donner de variables. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas d'argent à faire gagner plus d'argent à leurs créateurs. Parce que j'ai vu que ça crée une déviance pour moi, qui se mettent à imposer des trucs à des créateurs. Et tu rentres dans un truc où le créateur va accepter des trucs qu'il a pas trop envie de faire. Enfin, tu vois, donc... Voilà, moi je vais les récompenser parce que je pense que c'est quand même important de les récompenser sur des trucs, tu vois, et avec des objectifs et plus de la rétention, c'est-à-dire sur, ok, si les talents restent et s'en vont pas et qu'ils sont heureux, et ben là tu vas avoir une prime. Alors je suis en construction parce que pour l'instant j'ai un salarié agent, donc tu vois, mais ça fait partie de réflexions que j'ai eues de, ok, je vais pas l'intéresser parce que je pense que c'est une déviance. Donc moi, je suis la boss, donc je suis un peu partie prenante, donc je suis obligée, quand c'est moi qui gère les deals, de garder mon alignement éthique. Et tu vois, parfois, je dis non à des gros trucs, tu vois. Tu peux m'appeler pour 10 000 €, je vais appeler le créateur, je dis voilà, ils t'ont proposé 10 000 €, c'est pour ça, mais moi je trouve que ça colle pas, je trouve que le produit est nul, je trouve que la boîte, ce qu'elle dit, c'est du greenwashing, je suis pas d'accord, tu vois, de garder cette éthique-là. Et c'est pas facile, hein, face à un chèque de 10 000 €, tu vois. Il faut être capable de le refuser, oui. Donc, et c'est là où, voilà, tu dois avoir cette éthique, et je pense qu'en n'intéressant pas, je vais me préserver de ça avec les équipes là-dessus. La clé que j'ai trouvée, c'est de pas les intéresser. Ouais, et en fait, pour rebondir sur mon expérience chez Mademoiselle, généralement dans les régies publicitaires, tout le monde est intéressé individuellement par rapport au chiffre d'affaires. Et moi, j'ai fait un truc où il y avait des primes collectives en fait sur le chiffre d'affaires collectif, parce que sinon, en fait, tout le monde se tirait la bourre et tu finis par. Est-ce que tu avais une transparence des salaires ? Non. Bien sûr, et ça c'est un truc, tu vois, aujourd'hui, si je refaisais ma boîte, je crois que je
je l'aurais mis d'entrée en fait. Ok, j'ai un vrai doute sur ça. Je suis en train de lire pas mal de trucs dessus, tu vois, avec les effets négatifs et positifs. C'est très compliqué. J'en parle avec pas mal de chefs d'entreprise, tu vois, qui se sont posés la question, qui l'ont finalement pas fait. J'ai un questionnement, j'ai pas encore moi la réponse à ça. S'il y a des entrepreneuses qui sont en train de monter leur boîte, il y a cette boîte qui s'appelle Buffer, qui est très connue pour ça, pour avoir tout open sourcé, leur boîte. Et vraiment, il y a tout sur Internet. Vous pouvez trouver tout. Et en fait, aussi bien en interne que pour le public, il y a plein de données. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de voir cette nouvelle façon de voir les choses. Et en fait, pour moi, pour avoir un rapport plus sain à l'argent, il faudrait en fait que tout le monde le monde sache, comme tu disais, en fait, ça permet de pouvoir... Ça t'emmerde sans doute peut-être un peu en tant que chef d'entreprise, mais de te dire que si tes salariés savent à peu près comment tout le monde est payé, ben en fait, ça va faire peut-être monter les salaires vers le haut. Ouais. Et en fait, avec le recul, je me dis que ça m'aurait sans doute, moi, en tant que patron, obligé à faire monter mes prix et donc à aller chercher plus d'argent. Ouais, à mieux te vendre, en fait. Exactement. Et à mieux vendre le projet, à donner plus de valeur au projet. Et in fine, à donner plus de valeur aux gens... Tu vois, par ruissellement, je sais que ce terme est très dévoyé, mais moi j'y crois très fort. Ouais, où tu décides si tu décides de vendre tout plus cher. En fait, je me suis souvent rendu compte que les gens qui voulaient pas donner leurs chiffres, tu vois, de vente ou de salaire et tout, moi pendant longtemps je croyais que c'était ceux qui gagnaient plus, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que pas forcément, sans que eux le sachent, hein, c'était pas. Mais en fait, je pense que de cacher les prix fait que du coup tu t'es jamais confronté au marché, donc si le marché il a pris 20%, toi t'es pas au courant, tu vois. Exactement. Donc moi j'aime bien de temps en temps parler avec d'autres agents, parce que s'il y a un game et que moi je me suis plantée, je préfère le savoir maintenant que dans 6 mois, tu vois. Et en l'occurrence, tu vois, sur un truc rémunération, parce que parfois il y a des rémunérations variables à l'acquisition, et moi j'avais négocié un truc et je savais que c'était le max à l'époque, et 3 mois plus tard, moi, j'avais pas réévalué mes prix, et on en parlait, on m'a dit, ah, mais attends, ils ont doublé et tout, j'étais pas au courant, tu vois. Et en fait, j'aurais fait cette stratégie de, moi, je parle pas, je donne pas mes prix et tout. Ben, je pense qu'en fait, c'est plus négatif que positif. Bien sûr. Je pense que ça tire tout le monde vers le haut, tu vois. Donc, surtout sur un marché publicitaire où, en fait, le truc évolue sans arrêt, et que finalement, il n'y a pas de prix public, quoi. Tu vois, il n'y a pas un prix public il y a un prix public pour une voiture. Ouais, mais ça, il y a 2 problèmes, en tout cas, sur notre marché. Il y a la transparence, c'est-à-dire que tout le monde doit accepter de montrer le game et de fixer des prix. Bon, ça, avant que ça arrive, j'aimerais bien qu'on en arrive là, mais voilà. Et puis après, il y a comment le public reçoit, tu vois. Tu vois, quand les chiffres de Twitch sont sortis, ou ça fait un peu jaser parce que c'est des grosses sommes, tu vois. Ah oui. D'accepter qu'on a le droit de gagner autant d'argent, et tu vois, parce que je pense que t'as aussi plein de gens qui parlent pas. Alors toi, dans ton podcast, t'as quelqu'un quand même qui est venu alors qu'il a gagné beaucoup d'argent, et tu vois, c'est rare, et de l'assumer, et de se dire, ok, en France... Tu fais référence à Sébastien, donc qui est un épisode que vous pourrez retrouver dans le flux. Voyage en première classe, s'il te plaît. Après, il a sorti une raison écologique, donc là, je me suis dit, ouais, t'as raison, mais bon, je pense que c'est une excuse de son cerveau, mais... Mais ouais... Ouais, la transparence, tu vois, j'aimerais bien effectivement fixer des prix qui soient clairs et nets, et que tu vois, quand tu vas dans un supermarché, t'es pas là, ouais, s'il te plaît, c'est combien, tu vois. Moi, ça me fatigue, tu vois, ce truc d'être en négociation permanente. Donc, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir dire, venez, on se met tous d'accord que c'est tant, tu vois. Et en fait, sur notre marché aujourd'hui, t'as pas ce truc de fixer des prix bien clairs, nets et précis, tu vois. Et je pense que ça manque. Le problème, c'est que c'est pas dans la culture, et parce que je pense qu'il y a trop d'opacité pour certains, ça leur permet de faire des marges, des surmarges, des surcommissions, tu vois. Bien sûr. Donc j'aimerais tendre vers ça. Je sais pas si on va y arriver, mais... Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Non. On a fait tout le tour ? Ouais, je crois. On a dit beaucoup de choses en même temps. Hein. Bah oui, grave. Je sais pas si d'ailleurs c'était très cohérent comme boucle, mais... Comment ça? Non, j'ai réfléchi parce qu'on a mélangé beaucoup le pro, le perso, tu vois. Bon, les deux sont très liés. Ouais. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, tu vois, contrairement à Sébastien dont on parlait tout à l'heure, où lui, il a tendance à
mélanger, justement à pas mélanger, à segmenter son argent perso avec lequel qu'il a beaucoup de mal à dépenser et l'argent de la boîte où il est plutôt en mode gamer, faire en sorte de pouvoir aller chercher le plus d'argent possible et tout. J'ai l'impression que t'as un truc un peu cohérent, quoi, tu vois, entre ton rapport perso et ton rapport à l'argent de la boîte. Ouais, mais c'est important d'être aligné parce que je pense que on a cette culture de dire que t'as une personnalité au travail, une personnalité dans toi. Et je pense que c'est fucked up, ça. Parce que ça veut dire que enfin, moi, j'ai besoin d'être sans porter de jugement, parce que je porte un jugement. Tu vois, moi, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai besoin d'être alignée. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'essaye de faire, OK, dans ma vie pro, je suis comme ça, dans ma vie perso, en fait, j'y arrive pas, tu vois. Trop compliqué, trop d'efforts. Je suis un peu fainéante. Le vrai truc, c'est ça. C'est que je suis assez fainéante. Et ce que j'aime avec l'argent, le dernier truc, ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça permet de de déléguer certaines tâches, tu vois. Tu vois, j'ai très tôt eu une femme de ménage. Alors après, en tant que femme, on a tendance à déléguer à d'autres femmes. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est ça que j'aime avec l'argent, c'est que ça te permet de te focus sur ce que tu veux te focus. Et on a chacun, tu vois, là, j'ai donné la femme de ménage, mais certains vont détester faire de la compta. Moi, j'aime bien faire ma propre compta, donc tu vois. Mais c'est ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça te donne le pouvoir de déléguer. Merci beaucoup, Nawel. Merci à toi. C'était trop bien. Bonne soirée, bonne journée. La meuf est présentatrice également.